vous êtes sur RTL. J'y pensais depuis un mois, puis un jour j'ai décidé que si je tuais ma famille, je les sauverais de tout problème. Bonsoir, il s'appelle John List et son histoire se confond de façon troublante avec celle d'un certain Xavier Dupont de Ligonnès. L'histoire d'un Américain si tranquille qui avait pourtant tué en 1971 toute sa famille, sa femme, ses 3 enfants et sa propre mère avant de disparaître pendant 18 ans. Il s'est ensuite reconstruit une nouvelle vie à 600 km de sa maison, nouvelle femme, nouveau métier et bien sûr nouvelle identité. C'est cette histoire, celle de John List, que nous allons vous raconter ce soir dans l'heure américaine du crime. Deuxième volet de notre série consacrée toute cette semaine au crime made in USA. Avec notre invitée, la journaliste Anne-Sophie Martin, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'affaire John List demeure aujourd'hui encore exceptionnelle. Un homme qui avait presque réussi les crimes parfaits, tout organisé pour tourner la page, fuir un monde où il vivait dans le mensonge, les dettes et les humiliations pour devenir quelqu'un d'autre, un homme neuf. Impossible de ne pas imaginer que le plus célèbre des fugitifs français, Xavier Dupont de Ligonnès, ne se soit pas inspiré de ce fait divers, tant son histoire à lui et les crimes qui lui sont attribués semblent calqués sur ceux de cet Américain anonyme, bon père de famille et bon croyant, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. John List, un modèle pour Xavier Dupont de Ligonnès. L'enquête de l'heure américaine du crime ce soir sur RTL. On se retrouve tout de suite. Jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, spéciale semaine américaine. 20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure américaine du crime, l'affaire John List, un homme discret qui va méthodiquement tuer toute sa famille, disparaître et organiser sa nouvelle vie. Un massacre découvert dans une vaste demeure de Westfield, à une quarantaine de kilomètres de New York, à l'hiver 1971. Ce 7 décembre 1971, les officiers de police George Zelesnik et Charles Haller se présentent sur Hillside Avenue devant l'une des plus grandes et des plus anciennes maisons de Westfield, la villa Breeze Knoll, pas moins de 19 pièces. Une professeure de théâtre a signalé l'absence inhabituelle et prolongée de l'une de ses élèves, Patricia List. La porte de la villa est close, personne ne répond. Les policiers entrent donc par une baie vitrée. La maison, à l'exception d'un escalier, est plongée dans l'obscurité. La température est glaciale, la climatisation réglée au plus bas. Une chaîne stéréo diffuse en boucle un enregistrement de musique funèbre. Les policiers avancent en suivant le halo de leur lampe torche. Dans une immense salle, autrefois une salle de bal, ils perçoivent soudain une odeur de décomposition, de cadavres. Ils tirent un rideau, puis un second, quand soudain, devant eux, 4 corps déposés sur des sacs de couchage. Hélène List, 45 ans, la mère de famille, et les enfants Patricia, 16 ans, John Jr., 15 ans, et Frédéric, 13 ans. Le visage de Hélène List est couvert d'un mouchoir. Les corps des enfants ont été disposés perpendiculairement aux siens. Sur une table, les policiers trouvent 2 pistolets, un calibre 22 tout neuf et un 9 mm plutôt ancien, et puis aussi une lettre rédigée par John List. Le père de famille indique qu'il faut se rendre au 3e étage. Ici, dans une chambre sous les combles, les agents découvrent un 4e corps, celui de Alma List, 84 ans, la propre mère du père de famille, John List. La scène de crime n'a rien de mystérieux pour les médecins légistes. Toutes les victimes ont été abattues par balles dans des endroits différents de la maison. En haut d'un escalier, dans une chambre, dans l'entrée, dans la cuisine. À chaque fois, les douilles ont été ramassées et placées dans une poubelle. Le sang sur le sol et sur les visages a été méticuleusement nettoyé. Le tueur a regroupé tous les corps dans la salle de bal, à l'exception de celui de sa mère. Il a essayé de le transporter, mais a renoncé. La vaisselle a été faite, tout comme les lits. Le père de famille et meurtrier désigné, John List, a disparu. 3 jours après la découverte du massacre, sa voiture, une Chevrolet Impala verte, est signalée sur un parking de l'aéroport JFK à New York. Mais John Emil List n'a pris aucun avion.
Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes journaliste et réalisatrice pour la télévision. Vous avez réalisé avec Pauline Dordy, je le rappelle, une série documentaire en 4 épisodes sur France 2 qui retrace l'affaire Dupont de Ligonnès. Et puis ce dernier épisode qui est consacré aux similitudes avec l'histoire de John List. On va bien sûr parler de Xavier Dupont de Ligonnès dans cette émission. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur du livre Le Disparu, paru chez Ring, et qui évoque évidemment la trajectoire du plus fameux fugitif français. Vous êtes allé à Westfield, hein, vous avez vu cette maison. À quoi ressemble ce lieu du crime ? Alors ça ressemble à une villa américaine très cossue, hein, c'est assez impressionnant, comme c'est une demeure, une maison de maître, on pourrait dire, dans une banlieue très résidentielle, chic et calme, où on ne s'attend pas évidemment à trouver une scène de crime, ce qu'on appellera d'ailleurs la maison de l'horreur, là-bas. C'est la maison de l'horreur dans ce quartier que vous décrivez comme tranquille, et effectivement c'est une banlieue où il ne se passe vraiment pas grand-chose, on ne peut pas dire que ça soit très agité. Qui est donc ce John List dans cette première vie, si je puis dire, puisqu'il va y en avoir une deuxième beaucoup plus agitée peut-être. Mais qui est John List ? Alors en fait c'est un type sans histoire, c'est un homme de 46 ans qui est comptable. Et qui mène une vie assez tranquille avec sa famille, qui ont des activités. Il y a un fils qui fait du football, sa femme travaille. Voilà, on ne s'attend pas du tout à ce qu'un cataclysme se produise dans une famille qui est assez insérée socialement. Enfin, il y a rien de signalé, rien ne cloche dans cette famille. Rien ne cloche. On sait tout de même, on pressent qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, les Listes. Hein. C'est une famille qui est quand même très discrète, oui, c'est-à-dire un peu repliée sur elle-même. Oui, enfin les enfants sont quand même scolarisés. La maman est très âgée, donc elle reste à la maison. Mais les enfants ont des activités à peu près normales. Et lui, donc, quitte sa maison tous les jours et revient le soir après. Comme un citoyen américain normal et travailleur. Après une journée de travail, croit-on. C'est ça. Alors, je racontais, je faisais allusion dans le récit, à l'instant, à ce mot que laisse John List sur le lieu du crime. C'est une lettre, je crois, qui est adressée au pasteur de son église. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qu'il raconte dans cette lettre ? En tout cas, il va donner des indications sur le fait qu'il a été... C'est lui qui a commis ce crime. En tout cas, il signe déjà son forfait. Oui, mais alors, il ne dit pas... il ne donne pas de mobile, il ne donne pas de raison. C'est un petit peu comme si tout le monde allait partir au paradis. C'est un petit peu une lettre, on pourrait dire, d'un croyant, de quelqu'un qui a une espèce de ferveur religieuse. Et donc, c'est pas vraiment des aveux. C'est ça. C'est une espèce de confession, puisque c'est quelqu'un de très religieux. Et cette famille, d'ailleurs, est extrêmement religieuse. Ils vont à la messe, etc. Sur cette scène de crime, qu'est-ce qu'on peut en dire, Anne-Sophie Martin ? Il y a une méthode, une tuerie très organisée, très méthodique. Oui, alors ce qu'on peut en dire, c'est qu'il semble effectivement... on trouve la plupart des cadavres posés de façon assez particulière dans le grand salon, ce que vous avez dit, et on sait qu'ils n'ont pas été tués là, dans cette pièce. Donc c'est assez troublant parce que c'est ce que reconstitueront les enquêteurs que nous avons rencontrés pour le 13-15, c'est-à-dire que ils découvrent, si vous voulez, que la mère de famille a été tuée dans la cuisine, que la mère de John Emile List a été tuée dans sa chambre, et puis que les enfants semble avoir été attrapé au moment où il revenait. Et c'est ce qui est le plus troublant, c'est vous savez, cette espèce de crime où on imagine l'auteur attendre le retour des uns des autres et les éliminer au fur et à mesure. Il y a quelque chose de méthodique et aussi où il faut imaginer un sang-froid très particulier, un passage à l'acte très on peut pas s'échapper, quoi. C'est un piège, en fait. C'est pour chacun un piège au fur et à mesure des passages dans la maison et que lui décide. Hein. Donc c'est vraiment le chasseur, en fait.
Le chasseur qui attend ses proies. Bien des questions restent alors en suspens sur ce massacre totalement imprévisible, mais que John List a préparé dans le moindre détail, comme il a semble-t-il parfaitement organisé la suite, sa cavale, sa disparition, puis sa résurrection. L'affaire John List, tué pour refaire sa vie. C'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime en Amérique sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard. Heure américaine du crime ce soir sur RTL avec l'affaire John List. Cet homme de 46 ans a exécuté toute sa famille, puis il s'est évaporé. Aucune trace, aucun indice, aucun témoignage permettant de remonter sa piste. Dans les mois qui suivent la tuerie de Westfield, le FBI ne parvient pas à savoir où est passé John List. On pourrait le croire mort, suicidé après son horrible forfait, mais tout porte à croire qu'il est en fuite. Il avait largement prémédité son crime. La police, c'est ainsi qu'il a adressé le jour des assassinats, le 9 novembre 1971, des lettres aux écoles pour prévenir que les enfants allaient être absents, un déplacement imprévu pour des raisons familiales. Il avait aussi fait interrompre les remises de courriers et de journaux dans la boîte aux lettres. Même le livreur de lait avait été alerté de l'absence provisoire de la famille. Ce 9 novembre, il a également vidé son compte en banque en retirant $2000. Le FBI soupçonne List d'avoir utilisé un pseudonyme pour sa cavale. Un mandat d'arrêt national et international est délivré. Le suspect numéro 1 a beau être introuvable, l'enquête de personnalité est rondement menée. Il apparaît que List est endetté jusqu'au cou. C'est son épouse, Hélène, qui l'aurait encouragé à acheter cette immense demeure, la plus chère de la ville. À l'époque, John List est directeur adjoint d'une banque du New Jersey. Il contracte 2 prêts et emprunte aussi de l'argent à sa mère, puis tout se dérègle. Le directeur adjoint perd son job. Il a du mal à joindre les 2 bouts. Il cumule des petits boulots de comptable moins prestigieux, quoi qu'il en soit. Il ne confie pas ses déboires ni à sa femme, ni à sa mère, et encore moins à ses enfants, ni encore pas plus à ses rares connaissances. La police sait que John List part tous les matins en voiture, comme si de rien n'était, pour se rendre à la gare. Un train qui l'emmène au bureau, train dans lequel il va en fait faire des allers-retours toute la journée, puis rentrer chez lui le soir. John List est un luthérien convaincu. Il assimile la pauvreté à une honte. Il va donc tout faire jusqu'à l'échéance fatale pour sauver les apparences. Il va même siphonner les dernières économies de sa mère, $200 000. Anne-Sophie Martin, notre invitée ce soir dans l'heure américaine du crime pour nous parler de John List. L'argent, ou plutôt l'absence d'argent, c'est le mobile alors le plus plausible pour expliquer ce geste totalement fou. Oui, alors on peut imaginer que John List, qui a une certaine réussite tout de même dans sa carrière finalement, se trouve face à un truc terrible, c'est qu'il est au chômage et que donc il n'a plus de revenus, et donc c'est pourquoi il va effectivement dilapider l'héritage de sa mère dont il a la tutelle, parce que la dame est très âgée. Et puis une fois qu'il a mangé tout l'argent, il a plus de solution, et donc évidemment sa faillite va être découverte. Il a trompé toute sa petite famille pendant de longs mois, et il n'a plus de solution. Donc c'est un homme qui va être découvert, le poteau rose va être découvert, et on va découvrir qu'il a menti, qu'il est ruiné, et qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Vous l'avez rappelé, ils ont 3 enfants, donc c'est une déchéance sociale. Il a des prêts à rembourser. Et voilà, il est très endetté, donc en fait il n'a plus d'échappatoire. C'est ça. Et il y a cette honte, il est empli de honte a priori. Il ne va pas se confier, il va garder ça pour lui, le ruminer. Oui, donc alors c'est la crainte de l'opprobre aussi, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera public, évidemment, le masque va tomber. Donc, John List se finira par apparaître tel un loser, si vous voulez. C'est un peu le même ressort qu'une histoire célèbre en France que vos auditeurs connaissent certainement, qui est l'affaire Jean-Claude Roman. Évidemment. Alors, on parlera de Xavier Dupont de Ligonnès, mais effectivement, pour l'instant, ça ressemble plus à Jean-Claude Roman, ce fameux faux médecin de l'OMS, on le rappelle, qui avait... Qui de la même façon part de chez lui tous les matins en faisant croire à sa famille qu'il va travailler
travailler. Et en fait, il se gare sur un parking. John List, il monte dans le train et il fait des tours. Jean-Claude Roman, il semble aller vers l'OMS à Genève, puisqu'ils habitent au bord de la frontière. Et puis, il passe sa journée à rien faire. Et puis, il revient chez lui. Et puis, il trompe son monde comme ça pendant un certain temps. Il dilapide aussi les économies que lui confie, soi-disant, pour des placements. Bien sûr, jusqu'à ce que la vérité soit sur le point d'éclater et d'éclabousser effectivement celui qui a gardé ce secret. Est-ce que John List, à ce moment-là, prépare, parachève finalement son œuvre, commence à se dire qu'il va falloir s'enfuir et qu'il va falloir trouver une solution et qu'il envisage le pire? Est-ce qu'on sait qu'il a préparé à ce moment-là déjà son acte? On sait qu'il a une arme quand même, qui va s'en servir, son calibre 22 long rifle, et on sait aussi que effectivement il a quelques semaines avant, il a annulé son abonnement à la fameuse bouteille de lait qu'on voit dans tous les films américains posée devant la porte de la maison. Donc il l'a préparé en ce sens-là. Après, sa femme est chez lui, sa mère est chez lui, etc. Les enfants vont revenir. Donc la préparation, elle n'est pas très complexe, si vous voulez. Elle n'est pas très complexe. Vous parlez de l'arme. Alors il a une arme ancienne. C'est son père qui lui a donné cette arme, qu'il a conservée précieusement dans sa chambre et dans son tiroir. Mais il va demander un port d'armes parce qu'il dit qu'il ne se sent pas très en sécurité. Oui, donc il va acheter un nouveau revolver, c'est ça, un pistolet. Il se prépare, oui, c'est sûr, il s'arme, il se prépare et on peut imaginer qu'il a longuement ruminé surtout ce passage à l'acte avant de l'accomplir et on le retrouve, cette préparation évidemment dans la méticulosité du passage à l'acte. Mais moi je pense que de toute façon, à partir du moment où ce genre de psychologie de personnage se trouve, finalement, il y a un certain égoïsme dedans. C'est qu'il veut sauver, il décide pour tout le monde de la vie et la mort de chacun, et puis il veut sauver les apparences aussi jusqu'au dernier moment. Et donc c'est pour ça aussi que dans un premier temps, par exemple, il laissera les lumières allumées pour tromper les voisins. C'est ça. Et il y aura en plus ce détail atroce de la musique qui ne va cesser de tourner sur cette chaîne stéréo pour tromper les voisins, qui est enregistrée. En laissant des corps dans le salon. Donc c'est ça qui est préparé dans la maison, en tout cas pour tromper évidemment l'inquiétude. Encore un tout petit mot. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de témoignage de quelqu'un qui l'a vu fuir, etc. Il y a cette voiture abandonnée à l'aéroport JFK, puis c'est tout. Il s'évapore réellement. Oui, c'est comme les évaporés du Japon, ces gens qui disparaissent totalement dans une minute comme ça. On peut imaginer qu'il est parti de nuit ou qu'il est parti comme un jour, comme un matin quand il faisait semblant d'aller travailler. Le temps va passer et le dossier John List, l'homme recherché par toutes les polices, le dossier va devenir un cold case, une affaire non résolue sur laquelle le FBI ne va plus s'attarder. Plus de 18 ans vont ainsi s'écouler jusqu'à la diffusion d'une émission télé, l'une des préférées de John List, mais qui ce jour-là va le perdre. L'affaire John List, meurtre, mensonge et cavale, c'est l'enquête ce soir de l'heure américaine du crime. À tout de suite sur RTL. L'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Oui, c'est un monsieur qui chante. Lost Horse, c'est le tout nouvel album d'Asaf Avidan, je vous le conseille. C'est tout à fait formidable et c'est ce soir dans l'heure américaine du crime sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime, spéciale semaine américaine sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et ce soir, dans l'heure américaine du crime, retour sur l'affaire John List, un homme qui, en 1971, a tué toute sa famille, a organisé sa cavale, puis a totalement disparu. 18 ans plus tard, voilà que son visage réapparaît. Le 21 mai 1989, la chaîne Fox diffuse son émission vedette America's Most Wanted, qu'on pourrait traduire par les personnes les plus recherchées d'Amérique. L'occasion de lancer des appels à témoins dans des dossiers criminels. Ce soir-là, l'émission est consacrée à John List. Ces assassinats sont racontés dans le détail, des photos d'époque présentées, mais c'est un buste de cire qui fait sensation. Il représente ce à quoi pourrait ressembler John List aujourd'hui, 18 ans après les faits, alors qu'il aurait dépassé la soixantaine. La sculpture
imite parfaitement les effets du vieillissement. Une paire de lunettes identique à celle qu'affectionnait John List complète le visage. 22 millions de téléspectateurs regardent le programme. 200 signalements des personnes qui ont reconnu John List. Des signalements qui parviennent à la police. Un message retient l'attention. Il émane d'une certaine Wanda Flannery. Elle explique que le buste de l'émission télé est copie conforme du mari de sa meilleure amie, un certain Robert P. Clark, Bob Clark. Elle donne l'adresse du couple en Virginie. 11 jours plus tard, le FBI débarque chez les Clark à Richmond. C'est l'épouse de Bob, Dolores Clark, qui ouvre la porte. Elle dit tout ignorer de cette histoire de John List. Dolores indique qu'elle a connu Bob à Denver il y a 12 ans lors d'une réunion de célibataires organisée par l'église luthérienne. Bob était un veuf sans enfant. Il travaillait alors dans une fabrique d'emballage. Ils ont récemment déménagé. Il est aujourd'hui comptable. Les policiers débarquent donc à son bureau et font face à un homme qui a les cheveux teints mais ressemble comme 2 gouttes d'eau au suspect. Bob Clark dément être John List, mais ses empreintes digitales enregistrées lors de la demande de port d'armes vont le trahir. John List est arrêté, inculpé de 5 meurtres au premier degré. List a ainsi passé 18 ans dans la peau de sa création, Bob Clark. Faux numéro de sécurité sociale, faux papier. Personne n'a jamais rien soupçonné. Son épouse, Dolores, ignorait réellement qu'elle était mariée à un tueur. 2 ans après les meurtres, John List s'est installé dans le Colorado, à Golden, une banlieue de Denver. Il travaille à l'hôtel Holiday Inn du coin, quelques petits boulots dans la restauration, puis il trouve un job de comptable. Il déménage souvent, paie ses loyers en liquide, loge en célibataire dans des immeubles collectifs où personne ne connaît personne. Il parle peu. Quand on le questionne sur son passé, il explique brièvement qu'il a perdu sa première femme alcoolique, morte d'un cancer et n'a jamais eu d'enfant. Il fréquente assidûment l'église luthérienne. Le révérend dira de lui « Il était l'un de nos piliers ». Anne-Sophie Martin, notre invitée ce soir dans l'heure du crime. À quoi donc ressemble ce Bob Clark qui est en fait John List physiquement? Est-ce qu'il a changé? Comment est-il? Bon, c'est pas un playboy, John List. Je pense que c'est un homme ordinaire, c'est l'américain moyen. Il a une petite tête avec des petits yeux, des grosses lunettes, un front assez haut, une touffe de cheveux. Voilà, quoi. Il n'a vraiment rien de très plaisant. Ils se font partout. C'est un caméléon, du coup. C'est ce qui permet de... Monsieur Tout le Monde. C'est Monsieur Tout le Monde. Donc, ça suffit pour ne pas se faire remarquer, si je puis dire. Donc c'est comme ça qu'il a pu sans doute échapper au radar, notamment de la police. Nous, on avait rencontré deux enquêteurs sur cette affaire qui vraiment ont cherché partout dans tous les sens pendant des années et qui l'ont mal vécu, cet échec de ne pas retrouver cet homme caméléon. Parce qu'il n'y avait aucun indice, aucune piste, c'est ça? Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on bute sur sa voiture est abandonnée sur le parking de l'aéroport et puis voilà. On sait qu'il n'a pas pris l'avion, mais où est-il passé? Et d'ailleurs, pourquoi la voiture est-elle là? C'est quand même un mystère absolu. Donc cet homme s'est évaporé, John List. On a beaucoup de mal à le retrouver. D'ailleurs, la police ne peut pas le retrouver. Et c'est le FBI qui fait cette espèce de sculpture, un peu comme le musée Grévin. Et puis voilà, puis John List est reconnu par sa voisine. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ferait du morphing, etc. Il y a des techniques beaucoup plus élaborées. Mais puis, il a l'air de sorti des années 50-60 aussi, par ailleurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors là, il a en face de lui les policiers du FBI. Enfin, 18 ans après, ils ont l'homme qu'ils recherchaient depuis autant d'années. Qu'est-ce qu'il dit aux policiers? Il dit, je m'appelle Robert Clark, je ne suis pas John List dont vous me parlez, je ne connais pas cet homme, ce n'est pas de moi. Donc il nie avec un aplomb tout à fait bien construit et surtout, diront les policiers, avec une froideur absolue. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à le mettre en difficulté. Il faudra lui opposer ses empreintes digitales pour qu'il finisse par reconnaître. Il s'apprêtait à nier de façon assez il va d'ailleurs nier, je crois, même jusqu'au procès qui va venir. Il va mettre très longtemps à reconnaître qu'effectivement il est John List. Donc il refuse de parler, je suppose, des crimes qu'il n'aurait pas commis.
Hein, il va s'enfermer dans ce personnage. Oui, et donc sans aveu et sans remords, avec une espèce de après moi le chaos, quoi, après moi le déluge, et il ne veut pas reconnaître les faits. Bon, ça arrive assez souvent, hein, dans les affaires criminelles comme ça. Surtout, je pense, avec de nombreuses victimes comme ça, ce qu'il fallait reconnaître quand même, avoir tué ses enfants, enfin les gens qu'il était censé aimer le plus. Donc, dans tous les cas, Anne-Sophie Martin, c'est bien la preuve que on peut finalement disparaître. Parce que là, il y a toute une organisation quand même derrière. On dit une cavale, classique, hein, dans l'histoire du crime, on dit une cavale, ça coûte extrêmement cher, il faut beaucoup d'argent, avoir un réseau. etc. John List, c'est pas le cas ? Ben non, puisque vous parliez tout à l'heure des $2000, et puis il n'a pas un réseau de connaissances. Vous voyez bien que c'est un homme assez isolé, qui s'intègre quand même par tous ces petits boulots, etc. Sa foi dans le tissu social, mais sans se mélanger, si je puis dire. C'est-à-dire quand même, il trace son chemin assez solitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rencontre sa nouvelle épouse par des rencontres de célibataires, etc. Donc, toujours au sein de l'Église, hein, d'ailleurs. Toujours au sein de l'Église. Donc en fait, il ne peut pas avouer. Surtout. Voilà. Oui, c'est ça. Et, y compris les gens qu'il va rencontrer lors de son périple diront que il refusait de parler. C'était le seul moment où il se mettait en colère, c'est quand on lui posait des questions sur son passé. Est-ce qu'il avait une famille ? Est-ce qu'il n'avait pas de famille ? Il va toujours refuser d'en parler obstinément, mais on croit à peu près comprendre pourquoi aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un certain cynisme à dire que sa femme était alcoolique et qu'elle était morte d'un cancer, par exemple, quand on sait... Et qu'il n'avait pas d'enfant. Oui. John List est sous les verrous, il va être jugé et l'accusation va réclamer sans doute le maximum contre cet assassin, menteur et manipulateur. Procès qui va être l'occasion unique de se pencher sur la mécanique qui a conduit à ce carnage. L'affaire John List, Xavier Dupont de Ligonnès est-il le copycat de ce tueur ? L'enquête de l'heure américaine du crime ce soir sur RTL, à tout de suite. 20h, 21h, l'heure du crime en Amérique sur RTL. Jusqu'à 21h sur RTL, l'heure du crime en Amérique. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure américaine du crime, le dossier John List, des meurtres et une cavale qui, dit-on, ont peut-être donné des idées à Xavier Dupont de Ligonnès. Sauf que John List, lui, a été retrouvé après plus de 18 ans de cavale. Printemps 1990, l'ex-fugitif comparé devant un tribunal. Le 2 avril 1990, John Emil List apparaît devant la cour criminelle de Union County dans le Wisconsin. Le scénario de ces meurtres apparaît alors dans toute son horreur. List a pris toutes ses victimes par surprise. Sa femme, souffrante depuis des années et qui commençait à perdre la vue, a été tuée la première. Il a ensuite retrouvé sa mère à l'étage du dessus. Elle était inquiète d'avoir entendu un bruit, un claquement. Il l'a embrassée et au même moment lui a tiré une balle dans la tempe. Idem pour les enfants. Il est allé chercher sa fille à l'école en voiture, puis l'a abattue dans la maison. Il a attendu les garçons, tous deux abattus. S'il a tiré 9 balles sur John Jr., c'est que celui-ci n'arrivait pas à mourir. L'avocat de List plaide une spirale financière fatale. Les psychiatres évoquent un désordre obsessionnel et compulsif. Au cours des débats, List explique que c'est à cause de sa santé mentale qu'il a commis cette série de crimes. Je suis vraiment désolé pour la tragédie qui a eu lieu en 1971. J'ai l'impression qu'à cause de mon état mental, je ne savais pas ce que je faisais. List ne se reconnaît pas non plus dans la confession laissée chez lui après la tragédie, 5 pages qui n'auraient pas dû être rendues publiques puisqu'elles étaient destinées à son pasteur, dit-il. Le 11 avril, après 9 heures de délibération, le jury déclare John List coupable des 5 chefs d'accusation, 5 fois la prison à vie. La salle applaudit. Le juge dit que l'accusé est un homme sans remords et sans honneur. List fera appel de la sentence mais sans succès. Il meurt le 21 mars 2008 des suites d'une pneumonie à l'hôpital de la prison de Trenton dans le New Jersey. List avait 82 ans.
Anne-Sophie Martin, on vous retrouve ce soir dans l'heure du crime. Vous connaissez parfaitement le dossier du pont de Ligonnès. Vous avez même écrit un livre, je le rappelle, Le Disparu, paru aux éditions Ring. Alors, la question à 100 000 €. Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès s'est inspiré de cette histoire List pour lui aussi disparaître ? Je le pose d'autant plus cette question avec assurance, c'est qu'on sait que Xavier Dupont de Ligonnès est passé aux États-Unis. Oui. Quasiment au même moment où List était jugé, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai découvert en interviewant l'un de ses deux grands amis, Michel, avec qui il avait fait tous ses voyages de plusieurs fois 3 mois aux États-Unis. Et effectivement, plusieurs de ces voyages ont lieu en 1989, au moment où on va découvrir John List. Donc ça fait la une des journaux, vous voyez comme ça matraque aux États-Unis, télévision, journaux, etc. Donc il n'a pas pu y échapper. Donc il a forcément vu l'histoire de cet homme qui effectivement avait, vous avez rappelé tout ce qu'il avait fait pour préparer, pour construire sa cavale, pour se fondre dans la société, se refaire finalement et refonder une famille. Et quel est vous, Anne-Sophie Martin, vous connaissez encore une fois parfaitement la mécanique de Xavier Dupont de Ligonnès. Quelle est votre conviction, vous pensez qu'il a été capable de s'inspirer comme ça, comme un copycat, comme on dit, de cette histoire ? C'est compliqué de dire copycat parce que ça voudrait dire qu'il s'est fait une liste de courses en gros pour commettre ses crimes et devenir un évaporé, un fugitif. Je pense pas que ça soit aussi clair. Ouais, aussi clair, aussi matériel ou pratique, entre guillemets, que ça. Mais je pense qu'effectivement, quand on apprend des choses comme ça qui sont aussi fortes finalement et quelque part exemplaire dans la méthode, en tout cas, ça peut évidemment laisser des pistes en fait dans la tête. Ça peut laisser des marques, ça peut donner des indications. C'est plutôt ça, un chemin. Vous voyez, un cheminement. Ouais. Moi, je le vois plutôt comme ça dans son cerveau. Son cerveau a imprimé ce cheminement. Et donc, si on peut rappeler rapidement les similitudes, il y a effectivement cette préparation avant les faits. Donc, l'abonnement au lait, le courrier dont on arrête l'adresse. Puis, au moment de la commission des faits, donc du passage à l'acte, il y a quelque chose de très méthodique. C'est chez Xavier Dupont de Ligonnès, on sait qu'ils sont tous morts de 2 balles dans la tempe, puis que l'un des fils, d'ailleurs, comme vous le rappeliez, dans la famille List, a peut-être résisté puisqu'il y a des balles dans le torse aussi. Il y a 5 victimes. C'est quand même tout à fait parallèle. Il y a ce fils aussi qui est tué en décalé, c'est-à-dire que John List est allé à un match de foot avec son plus jeune fils et il n'a été tué qu'après. Xavier Dupont de Ligonnès, on sait qu'il passe une soirée avec aussi l'un de ses fils 2 jours après la disparition des autres membres de la famille et qui sera lui-même aussi retrouvé avec les autres corps. Et puis il y a ce déplacement de corps aussi, ils ne sont pas tués là où on les retrouve, etc. Cette voiture abandonnée pour Dupont de Ligonnès, c'est sur le parking d'un hôtel dans le Var. Et puis, il y a pour moi, un des éléments les plus importants, c'est qu'il y a ce grand écart de temporalité entre le moment où les faits sont commis et le moment où on le recherche. Chez John List, vous le rappeliez, quasiment 4 semaines. Chez Ligonnès, c'est pareil. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il a suffisamment de temps pour brouiller les pistes et organiser sa cavale. En tout cas, des similitudes pour le moins troublantes. Merci beaucoup, Anne-Sophie Martin, d'avoir été invitée ce soir de l'heure américaine du crime consacrée à John List, le roi des fugitifs. Émission un peu raccourcie ce soir à cause du foot, à retrouver en podcast sur rtl.fr. Merci à l'équipe, Justine Vignot, Marie Bossard, préparation, Marc Bisset, réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure américaine du crime. Demain soir, je vous parlerai d'un terrifiant serial killer, le tueur de la Green River.